Dans le système de Norbekov, il y a principalement 3 choses importantes. Sourire, posture, état d'esprit. Autrement dit, sourire, posture, humeur. En effet, aussi bien dans les cours que dans les livres, l'objectif est même au début de créer artificiellement cet état d'esprit en toi. Même si ce n'est pas ta meilleure journée, tu dois essayer artificiellement de te mettre dans cette humeur simplement positive afin que ton corps puisse y répondre. Essayons nous-mêmes de nous placer dans une vibration plus élevée afin de ne pas sombrer dans cette négativité ambiante qui nous entoure partout. Norbekov lui-même, il dit très souvent, ce système est destiné aux personnes fortes. Pour vouloir t'engager dans quelque chose avec toi-même, pour agir d'une manière ou d'une autre, comme tu l'as dit toi-même, il faut avoir de la discipline, de la volonté, du désir et ne pas abandonner au premier échec. L'une des principales découvertes de Norbekov, c'est justement que tu influences ton corps par tes pensées et en réalité, tu agis sur ton corps. De telle sorte qu'il y ait réellement des changements physiques dans ton corps sans même avoir pris un seul comprimé. Et c'est cela qui a conduit à cet effet. En fait, tout ce qui concerne le subconscient et le corps est bien sûr lié. C'est la grande avancée de ce système. Tu peux modifier, au niveau physiologique, les processus de ton corps, dans quelle direction ils vont. Bonjour chers amis, bienvenue dans le podcast de Coaching Caril. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur que nous ayons à nouveau préparé un sujet très intéressant. Vous savez que sur cette plateforme, toutes les personnes que nous invitons sont des personnes qui, pour une raison ou une autre, nous touchons à leur essence, au sujet, à ce qu'ils font, à la façon dont, au fil du temps, tout ce qu'ils ont créé et transmettent aux autres a une importance essentielle pour notre mode de vie alternatif. Aujourd'hui, le sujet que je souhaite aborder est le sujet Norbekov. Je suis sûre que vous avez déjà rencontré différents podcasts. Moi-même, j'ai aussi été inspirée par l'un d'eux. Un peu plus tard aujourd'hui, au cours de notre conversation, vous découvrirez d'où et comment j'ai rencontré mon invité. Mais n'encombrons plus mon discours de notes et d'explications sur ce que nous voulons partager avec mon invité, Zlatina. Zlati, bonjour, bienvenue. Je suis très heureux que nous ayons aujourd'hui l'opportunité et la chance de parler de ce sujet. Norbekov, nous inclurons également d'autres éléments. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Je suis également heureuse d'être ici et ce sera intéressant de partager des choses passionnantes avec votre public. Tout d'abord, j'ai entendu beaucoup de choses sur Norbekov, sur le tableau, sur des milliers de personnes qui ont réussi à guérir de très fortes dioptries, à retrouver leur vue. Des choses qui peut-être pour beaucoup de gens semblent être un miracle qui se produit avec notre organe humain, les yeux. Tout d'abord, ce que je voulais te demander, quelle est l'histoire la plus intéressante et la plus étrange que tu aies entendue à propos du miracle Norbekov que l'on t'a partagé? Il y a beaucoup d'histoires, je vais essayer de me souvenir d'une en particulier. Sinon, oui, Norbekov, en effet, il est connu depuis longtemps en Bulgarie. Ce n'est pas quelque chose qui... Du moins pour la plupart des gens. Maintenant, les jeunes, peut-être ces derniers temps, en apprennent davantage sur lui, sur les livres, sur les cours. Sinon, le nom de Norbekov est présent en Bulgarie depuis au moins 20 ans déjà. Il est venu lui-même en tant qu'invité, ainsi que ses élèves. Donc l'entourage n'est pas tout à fait étranger à ce qu'il fait. Sinon, le fait que beaucoup de gens ont corrigé certains de leurs, comme nous les appelons, des problèmes de santé, grâce à ses cours et à ses livres, ils ont changé leur attitude envers le monde, envers eux-mêmes et la façon dont ils se perçoivent. Donc, des histoires intéressantes, beaucoup de ce dont je me souviens, lors de l'un des cours que nous avons eus, il y avait un homme très âgé qui expliquait qu'il ne pouvait pas faire tel ou tel mouvement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas plier d'une certaine manière sa jambe, il ne pouvait pas poser le pied, même pendant les cours. Il existe une gymnastique articulaire qui se pratique pour le tonus général du corps, le travail avec les articulations, les bras, les jambes, le dos, le cou. Et il existe aussi des pratiques méditatives où tu te concentres à l'intérieur de ton corps et en gros, tu imagines comment une zone guérit, comment tu lui donnes de la lumière ou si quelque chose est bloqué, tu le relâches. Et cette personne, en fait, ne pouvait pas faire certains des exercices du cours parce que ici, tout simplement, son corps ne le lui permettait pas. Et l'enseignante lui a dit, dans ce cas, vous sautez simplement ces exercices et vous imaginez simplement que vous essayez de bouger la jambe petit à petit. C'est ce qui se passe. Il s'imagine? Oui, c'est-à-dire,
Par exemple, c'était il y a de nombreuses années, mais la personne devait simplement, puisque la salle avait des places assises et que les gens faisaient la gymnastique debout, elle lui disait, pour ces exercices, asseyez-vous simplement et imaginez que le travail se fait là-bas. Autrement dit, tout en étant assis, vous imaginez que vous êtes debout et que vous faites l'exercice. Et bien sûr, de nombreuses autres pratiques du cours sont également incluses, qui se font à un niveau intérieur. Et cette personne, tout simplement, vers la fin du cours, a dit « Écoutez, les gens, moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Il s'est levé, il n'avait pas fait jusqu'à l'exercice complet dans son intégralité. Par exemple, s'il devait faire tourner son genou, il se levait pour faire tourner sa jambe, mais là, il a fait un mouvement qu'il n'avait jamais réussi à faire auparavant. Je ne sais pas depuis combien d'années. Et c'est l'un des nombreux cas. Ce n'est pas pour que cela paraisse comme un miracle, mais simplement quelque chose d'intéressant qui, en général, surprend toujours les gens. Il existe des exercices pour corriger la peau et certaines taches s'estompent effectivement, c'est-à-dire les gens ont l'air vraiment frais, je peux vous le garantir. Nous avons donc eu toutes sortes de situations de ce genre à de nombreuses reprises sur les parcours. Super. Eh bien, voilà un sujet très sérieux, pointu et intéressant qui peut vraiment être abordé tout en rafraîchissant le visage et la peau. Avez-vous déjà rencontré des sujets qui, comme la confusion générale autour de... Que signifie donc la conception de Norbekov et de ses cours? Comme une sorte d'illusion chez les gens? Ce que j'ai sûrement rencontré, c'est, je ne sais pas si c'est une caractéristique bulgare ou simplement une caractéristique humaine. En principe, il y a une certaine méfiance, n'est-ce pas? Moi-même, je l'ai envers certaines choses et les gens l'ont envers presque tout. Et en fait, quand ils entendent, par exemple, même ce podcast, ce dont nous parlons, ils se disent « c'est impossible ». Et l'incompréhension totale, c'est qu'ils refusent de simplement d'admettre que cela est possible. Une autre chose que j'ai entendue comme source de confusion, c'est peut-être vraiment le cas, c'est que ces dernières années, surtout, ce n'est pas le marché, mais l'espace s'est saturé de toutes sortes de choses. Des enseignants, des personnes qui parlent de différents sujets. Et plus ou moins, les gens en ont assez que quelqu'un leur dise quoi faire, comment vivre. Et de ce point de vue, il y a certains groupes de personnes qui disent « je ne veux pas ». Je ne veux pas que quelqu'un me dise maintenant quoi faire de ma vie. Une autre confusion qui peut survenir, c'est que dans le système de Rubekov, il y a principalement en fait 3 choses. Sourire, posture, état d'esprit. C'est-à-dire sourire, posture, humeur. Et en effet, aussi bien dans les cours que dans les livres, le but est, même si au début tu crées artificiellement cet état d'esprit en toi, même si c'est ton meilleur jour, essaie artificiellement de te mettre dans cette disposition. Pas joyeux, mais simplement avec une humeur positive, afin que ton corps puisse y répondre. Et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cela. Ils disent « Pourquoi devrais-je me forcer à imaginer que je me sens bien alors que je ne vais pas bien ?» Et ils ne comprennent pas complètement le sens. Pourquoi fait-on cela? Autrement dit, il ne s'agit pas ici de se forcer et de se dire « Si beaucoup de choses négatives nous arrivent, tout va bien, je vais super bien, tout est parfait », simplement par la force de la volonté. Essayez de nous élever nous-mêmes à une vibration plus haute afin de ne pas sombrer, si possible, dans ce qui, de toute façon, est massivement négatif et omniprésent autour de nous. Et à propos de ce que j'ai mentionné au début, je vais aussi le partager avec les personnes qui nous regardent. J'ai été inspirée par le podcast avec Toto, tu as été invitée, tu es conférencière, formatrice dans les organisations de formation de Norbekov. Tu es l'une des grandes personnes, n'est-ce pas, de la grande équipe avec laquelle les gens peuvent vous rencontrer, avec ce que vous enseignez. J'ai été très impressionnée lorsque j'ai mentionné, et dans ce podcast vous parliez des yeux, du fait qu'à partir d'une certaine dioptrie, une personne peut normaliser sa vue. Comment expliques-tu cela? Pour moi, c'est un phénomène. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Oui, d'abord merci, et vraiment merci beaucoup, ainsi qu'à l'équipe de Toto pour cette opportunité, car grâce à cela, nous atteignons beaucoup de nouvelles personnes, et en réalité, notre génération, la mienne, la tienne, a besoin d'entendre ce genre de choses. En fait, je fais partie des organisateurs de ces cours. Bien sûr, quand tu es impliqué dans tout ça, tu t'y investis pleinement, tu deviens l'une des personnes clés là-bas. Les intervenants sont d'autres personnes, mais il est vrai qu'autour des cours et de l'organisation, toute notre équipe d'organisateurs, si quelqu'un nous pose une question, dans la mesure de nos possibilités, nous sommes engagés, oui, nous pouvons aider.
En ce qui concerne spécifiquement la vue, maintenant j'ai lu sur Internet et il y a des avis des deux côtés. Mais même certains ophtalmologistes connaissent que les cours de Norbekov, les recommandent et ne les excluent pas complètement. Il y en a d'autres qui sont un peu plus rigides. Ils pensent presque que des cours selon ce système. Norbekov va leur prendre leur pain, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Le système de Norbekov ne rejette pas complètement la médecine. Il ne faut pas le comprendre ainsi, car certaines personnes l'entendent de cette façon. Là-bas, après avoir corrigé ma vue, mes articulations, d'autres problèmes de santé, donc je ne vais plus jamais chez le médecin, plus jamais. Cela dépend bien sûr de la situation et de la personne en question. Sinon, en ce qui concerne les yeux, oui, on réduit les dioptries, oui, les gens corrigent leur vue, mais cela reste un travail très individuel. Parce qu'après nos différentes interventions, y compris lors du podcast chez Toto, dont tu parles, nous avons eu un afflux d'appels téléphoniques et les gens nous appelaient pour quel cas. J'ai tant de dioptries, ou j'ai telle opération, ou j'ai tel état. Est-ce que cela peut être corrigé? Et bien sûr, il y a beaucoup d'améliorations, mais cela dépend simplement de la personne en question et de la façon dont elle peut travailler. Parce qu'au cours que nous organisons, 2 personnes peuvent venir avec 2 conditions, c'est-à-dire la même condition chez les deux. L'un peut obtenir de bien meilleurs résultats que l'autre, c'est-à-dire, ça dépend. Cela dépend de la motivation intérieure, de la régularité avec laquelle tu feras les exercices. Sinon, l'œil est un muscle et il doit aussi être entraîné. Dernièrement, nous avons eu des cours à Sofia, Plovdiv et Varna, un PE plus grand, depuis septembre. Et ce que les gens partagent, c'est que certains, qui avaient des dioptries plus faibles, s'en sont complètement débarrassés. Leurs lunettes et leurs yeux se sont adaptés grâce à ces exercices que nous proposons. De la gymnastique oculaire avec des exercices de relaxation. Les dioptries diminuent vraiment, mais il faut ensuite continuer à entretenir cela comme pour toute autre chose dans le corps. On ne peut pas s'attendre à une très grande amélioration et ensuite, si l'on se repose sur le fait d'avoir obtenu un tel résultat, il peut vraiment revenir en arrière. Donc il est vraiment important de faire les exercices et d'avoir l'état d'esprit que ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en 5 jours et qui règle tout pour le reste de la vie. L'observation générale, c'est mon observation, n'est-ce pas? Mais ce que je remarque chez la plupart des gens, c'est que nous cherchons quelque chose qui puisse se faire d'un coup de baguette magique. Voilà. Et hop, tu vois, dès demain, tout est déjà différent. Tout est une question de discipline, absolument, de la persévérance, de la continuité dans la pensée. Je voudrais te demander, existe-t-il des personnes pour qui aucun des cours de Norbekov ne conviendrait? Ou bien, qui sont ces personnes qui ne sont pas prêtes pour cela? Je comprends, oui. Merci pour la question. C'est une question précieuse, car Norbekov lui-même dit souvent que ce système est destiné aux personnes fortes. Nous ne voulons pas exclure une partie des auditeurs. Bien sûr, je suppose que les personnes qui écoutent en font partie, mais il le dit exprès parce que pour vouloir t'engager dans un travail sur toi-même, pour faire ne serait-ce qu'un peu de ce que tu as dit toi-même, il faut avoir de la discipline, de la volonté, le désir de ne pas abandonner au premier échec. Parce que je m'en souviens justement maintenant, lors du dernier cours à Sofia, nous avons un groupe qui suit à la fois en ligne et en présentiel. Et j'étais dans la salle et en même temps, je regardais ce qui se passait dans le chat en ligne. Et une femme demande, on a dit que par exemple, d'ici le 3e jour du cours, nous devrions avoir un certain résultat ou une sorte d'illumination. Un éclair de lucidité signifie qu'au cours de la journée, tu as perçu quelque chose d'un peu mieux quelque part. Et tu dois le considérer comme un mini-résultat. Elle dit, moi je n'ai rien de tel, je n'ai rien remarqué. Donc je m'en sors super mal, ça veut dire que quelque chose ne va pas chez moi et j'écris ça dans le chat. En même temps, vraiment, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas des robots qui doivent rentrer dans un certain cadre. Et si aujourd'hui, avant 17h05, cela n'arrive pas, alors tu es rayé de la liste. Et le lendemain, cette femme a écrit, elle a partagé en fait qu'elle avait eu un tel déclic, elle a beaucoup mieux vu les éclairs et sur l'ordinateur, etc. Je me dis, ne vous basez pas sur le fait que c'est ce qui a été dit et que si cela ne vous arrive pas dans le même laps de temps, c'est fini. Différentes personnes ont besoin de temps différents, mais il est certain que la méthode de Norbekov n'est pas faite pour les gens qui, par exemple, nous sommes ici sur de superbes canapés confortables, pour quelqu'un qui va s'asseoir, s'allonger et dire « Allez, voyons ce que ce système va faire pour moi, comment il va m'aider ».
Tout simplement, cette méthode s'adresse à la personne qui s'assoit et qui veut... C'est à lui de faire des efforts, de travailler. À propos des canapés, pour toi, le canapé peut être confortable, pour d'autres, il ne l'est pas. Je suis d'accord. Oui, absolument. Donc, il a une philosophie des anormaux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette maxime? Oui, exactement. C'est ça. Les anormaux, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup utiliser, même dans ses livres. Que veut-il dire par anormal? Il dit qu'un anormal, c'est toute personne qui, disons, veut sortir de ce que le peuple bulgare appelle la mentalité de troupeau. Si, par exemple, nous sommes ici maintenant à... Aujourd'hui, dans ce bâtiment, nous sommes 100 personnes et 80 personnes ont une idée, mais tu vois bien qu'elle ne fonctionne pas du tout, qu'elle n'a aucun sens. Mais malgré cela, tu te dis, oui, c'est ce que les gens disent, je vais les suivre. Ou, par exemple, quelqu'un t'explique quelque chose qui ne fonctionne pas du tout en disant que c'est durable, que c'est formidable. Et tu rejoins cette catégorie de personnes et tu vis de cette manière. Il te dit d'être parmi les courageux, parmi ceux qui sont, si on doit parler d'innovateurs, de ceux qui brisent certaines limites, en fait, c'est ça la normale. Que tu aies le désir de ne pas toujours faire partie de ce qui est commun, ce qui n'est pas toujours vraiment bon pour nous. Moi aussi, je suis une personne de la communauté, mais si je vois que quelqu'un fait quelque chose simplement parce que cela a toujours été ainsi, alors que ce n'est pas forcément bien. Personnellement, pour moi et pour ma santé ou la façon dont je me sens, il n'y a rien de bon qui puisse en sortir. Pourquoi rester là-bas? Et c'est ça, être considéré comme anormal, vouloir être propriétaire de son entreprise, ne pas vouloir être toujours un employé toute sa vie, malgré les difficultés, vouloir être en bonne santé, même si quelqu'un t'a dit que, eh bien, avec l'âge, c'est normal que cela arrive. Au contraire, il y a de nombreux exemples de personnes qui, avec les années, disent « à 40 ans, je me sens mieux qu'à 20 ». C'est aussi le cas de beaucoup de gens qui travaillent sur eux-mêmes et sur leur santé. C'est comme monsieur, tu as mentionné les propriétaires d'entreprises. Nous, c'est comme si on était sur des montagnes russes incroyables. De haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. En effet, je me reconnais totalement dans cette philosophie particulière de l'anormal, mais certainement pas pour tout le monde. Parce que la pression et le stress, surtout si je dois y faire face, n'est-ce pas? Du point de vue d'un chef d'entreprise, c'est très stressant pour moi. Et là, c'est un autre point de vue qui entre en jeu. Il faut apprendre à être. Tu dois apprendre à être très exigeant envers toi-même, pas envers les autres, à être très discipliné et à penser d'abord à toi parce que tu es le moteur de tout ce qui se passe autour de toi. Si toi et ton corps n'êtes pas en forme et dans une bonne position de départ, alors tout le reste commence à vaciller. Et nous ne sommes productifs d'aucune manière. Dans ce contexte, nous avons mentionné, toi et moi, le corps. Nous avons parlé du corps en général, du mouvement, des fonctions motrices. L'organisme, que ce soit les jambes, les genoux, les bras, peu importe, les yeux aussi, nous les avons mentionnés. Mais qu'est-ce qui est réellement soigné? Tu veux dire comme quoi? Comme une liste de choses qui peuvent être améliorées? Oui, et pas seulement. Y a-t-il quelque chose qui va au-delà de la partie physique, de cette matière qui... Parce que nous sommes dans le monde matériel, c'est-à-dire à un niveau subconscient avec quoi joue-t-on exactement? Parce que tu as mentionné au début la dame qui, dans la partie conférence, dit « Imaginez-vous ». Autrement dit, nous jouons au niveau du subconscient. Donc ce qui est l'une des principales découvertes de Nurbekov, pour ainsi dire, c'est qu'en fait, tu influences le corps par la pensée. Et en réalité, tu influences le corps de telle manière qu'il y ait de véritables changements physiques en lui. Sans avoir, disons, pris un comprimé qui aurait provoqué cet effet. Et en fait, tout ce qui concerne le subconscient et le corps est bien sûr lié. C'est la grande avancée de ce système. Tu peux changer au niveau physiologique ce qui se passe dans... Quels sont les processus dans ton corps, dans quelle direction ils vont. Donc, puisque nous avions parlé de quel est le secret de Norbekov, et de toute façon, ce secret-là, au fil des années, c'est ce qui a le plus intrigué les gens, il prouve que tu peux vraiment, à un niveau réel, influencer ton corps et modifier les processus qui s'y déroulent. Parce qu'il y a une chose qui est utilisée, par exemple, lors des cours, qui provient d'une expérience réelle avec des basketteurs.
qui les pousse à pouvoir pour marquer plus de points, pour que leurs conditions physiques soient meilleures. Lors des entraînements, par exemple, ils doivent exécuter un certain mouvement, ce que nous faisons maintenant pendant le cours. Ils ont effectué d'autres mouvements en fonction de leur objectif dans le jeu. Et par exemple, tu tiens simplement ton bras comme ça, tu le déplaces sur le côté et tu regardes jusqu'où il peut aller, combien il peut tourner. Ensuite, tu relâches le bras et tu fermes simplement les yeux pendant 10 secondes. Et tu t'imagines que ce bras va plus loin, jusqu'ici. Mais il tourne encore plus, encore plus. Et en fait, il fait un énorme cercle autour de toi, ce qui n'est pas possible dans la réalité. Ensuite, tu ouvres les yeux et tu fais l'exercice. Et en fait, 95% des gens dans la salle, quand on leur demande s'il y a, c'est-à-dire avez-vous bougé comme ceci, comme cela, voire un peu plus loin, et tout le monde constate une amélioration. Même moi qui fais cet exercice à chaque fois depuis tant d'années, je vois absolument toujours qu'il y a un changement. Et en fait, cette expérience avec les basketteurs a également montré que amélioration, et les gens dans le sport aujourd'hui travaillent avec des technologies très avancées, bien sûr, avec toutes sortes d'entraînements, de régimes alimentaires, etc. Mais cette mentalité, comme nous le savons avec Kobe Bryant, le Mamba Mentality, toi aussi. Avoir la possibilité de travailler aussi avec l'esprit, pas seulement avec ce mot à la mode de manifester, mais simplement de créer une réalité, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas réservé uniquement aux gens qui restent assis et se disent « à partir de demain, je serai très riche ». Au contraire, tu entraînes à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Chers téléspectateurs et auditeurs, vous entendez peut-être que mon invité mentionne des personnalités très intéressantes. Ce n'est pas un hasard. Zoya, partage-moi un peu plus sur Norbekov. Nous continuerons à en parler dans un instant. Dis-moi plus sur toi. Que fais-tu à part cette activité avec les organisations qui organisent les événements de Norbekov ? Quand tu es venu dans mon studio, nous avons parlé d'autres choses que tu organises et fais également. Raconte-moi un peu plus pour que les gens puissent te découvrir sous un autre angle. Oui, merci pour cette opportunité. En fait, en dehors de Norbekov et des cours autour de lui, nous sommes avant tout un éditeur. Je travaille dans une maison d'édition, Jadnoula 98, où nous sommes spécialisés, en plus de l'édition de livres, dans l'organisation de cours avec nos auteurs. Ainsi, nous pouvons être le plus utile possible aux gens. Nous sommes spécialisés dans la publication de livres principalement axés sur la santé et le développement personnel. Et je t'ai mentionné que nous avons une grande catégorie de biographies et d'autobiographies qui, en plus de raconter les histoires de personnes qu'il est agréable de lire, nous amènent aussi, d'une manière ou d'une autre, vers le développement personnel. Car des personnes, comme nous en parlions, tu peux apprendre que quelque chose de chaque personne, mais de celles qui sont les plus réussies dans leur domaine, à mon avis, c'est vraiment du développement personnel. Savoir quoi ? Michael Jordan, Kobe Bryant, Mike Tyson, des personnes comme Tina Turner, par exemple, ce qu'ils ont accompli, où ils se sont trompés. Tu peux le prendre et l'appliquer à ta propre, mini-sphère quelque part dans ta vie. Bien sûr, tu ne vas pas faire exactement la même chose, mais simplement les leçons des grands, à mon avis, sont très précieuses pour les plus petits dans un certain contexte. Ce dont je m'occupe dans la maison d'édition, c'est d'aider à l'édition globale, à la publication des livres que nous proposons aux lecteurs bulgares. J'aide aussi à l'organisation des cours et en plus des cours de Norbekov, nous avons également d'autres séminaires de développement personnel. L'un de nos auteurs, que je suppose pourrait être connu d'une partie de votre audience, étant donné que vous aussi vous travaillez dans le coaching, le développement personnel et les modes de vie alternatifs, est Geshe Michael Roach, qui a été invité de nombreuses fois en Bulgarie et qui est également assez célèbre. Il est originaire des États-Unis, c'est un Américain, et il a passé plus de 20 ans au Tibet. En fait, il est le premier Américain à avoir été admis dans un monastère au Tibet. Il obtient le titre de Geshe, qui correspond à peu près à un master, disons, en bouddhisme. Et il a écrit le livre mondialement connu « Le moine qui polissait les diamants ». Là-bas, il parle justement de business, de la façon dont il prend la spiritualité qu'il a apprise en Orient, la transforme, lui donne une forme plus moderne, contemporaine, et démontre comment, dans le monde des affaires, on peut réussir en s'appuyant sur ce qu'il a appris. Il a créé la plus grande entreprise de diamants indienne, puis il l'a vendue à Warren Buffett et en fait, c'est une personne dont on peut aussi beaucoup apprendre. Je le mentionne parce que lui et Norbekov d'ailleurs ont écrit un livre ensemble.
Dans le cadre de l'un de nos séminaires à Sofia, ils se sont rencontrés, ont écrit un livre ensemble et nous considérons cela comme un grand accomplissement. Parce que ce sont deux géants de notre époque. Norbekov, lui, est oriental, tandis que Geshe Michael, bien qu'il ait aussi des influences de l'Orient, vient de l'Occident, d'Amérique. Et le fait qu'ils se réunissent tous les deux pour faire quelque chose ensemble, surtout aujourd'hui où nous vivons dans un monde totalement divisé entre l'Orient et l'Occident, c'est vraiment formidable. Maintenant, en ce qui concerne Norbekov, j'ai des informations provenant d'une source très sérieuse, à savoir toi. Donc c'est certain que nous n'allons pas clore ce sujet. Avec le temps, nous continuerons à l'aborder et nous partagerons avec nos abonnés même vos événements à venir. Pourquoi ne pas permettre à plus de gens d'apprendre, à plus de gens de voir, à plus de gens d'essayer, à plus de gens de ressentir l'ensemble du processus? Pour moi, chaque chose est composée de très petites particules, de tout petits pas dans notre quotidien. Pour tout, à partir de ce que nous faisons. As-tu vraiment remarqué le curieux paradoxe autour de toutes les choses avec Norbekov? Par exemple, une personne qui voit mieux, mais qui n'y croit pas. Y a-t-il un tel cas? Il y a effectivement des gens qui voient parfaitement, mais qui ne croient pas à certaines choses qui sont pourtant évidentes. C'est clair. Dans le contexte du système de Norbekov, je pense qu'il faut que tu crois pour pouvoir... Ce n'est même pas vraiment croire, c'est plutôt savoir. Il faut savoir que tu peux en accomplir certains. Il faut être quelque chose, pour voir clair, pour ainsi dire. Il faut certainement rester ouvert, à mon avis, de façon critique, toujours, mais simplement être ouvert à l'idée que peut-être que le fait que quelqu'un nous dise quelque chose, soutenu par des dizaines de milliers d'autres personnes, il y a peut-être un grain de vérité là-dedans. Et même si l'on admet seulement que c'est possible, vérifier de ses propres yeux, comme tu le dis, c'est déjà quelque chose de différent. Sinon, il y a des gens qui viennent en parfaite santé au cours. Il n'est pas nécessaire d'être malade pour suivre un stage selon ce système. Norbekov, cependant, ils sont fermés. Au moment où nous parlons, ils ont déjà déjeuné. Ils arrivent, se tordent les mains et disent « Allons voir de quoi ils retournent. » Norbekov. Certaines se castent. Il n'est pas nécessaire de répondre comme vous me l'avez demandé, à qui c'est destiné, à qui ce n'est pas destiné. Ça peut ne pas être pour toi ou peut-être pas pour toi en ce moment. Il y a des gens qui, bien sûr, voient et ne voient pas en même temps. C'est simplement différent pour chaque personne, à mon avis. Le moment où chacun est prêt à entendre quoi que ce soit est différent et il n'est pas nécessaire, comme on en parle, il y a ce troupeau négatif, mais il y a aussi l'autre bulle dans laquelle il n'est tout simplement pas nécessaire que tu sois aujourd'hui, maintenant, si cette chose ne va pas t'amener à un meilleur endroit. Rien n'est obligatoire. Et pourtant, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, sans être aveuglé par le fait que quelqu'un nous dit quelque chose et essayer. Si quelque chose nous plaît, alors c'est pour nous. Si ça ne nous convient pas, soit on l'arrête complètement, soit on y revient plus tard. On voit à nouveau si c'est quelque chose de nouveau pour nous. Voilà. Tu as mentionné la petite graine que l'on sème dans sa conscience, dans son subconscient. Y a-t-il quelque chose qui relie les émotions et la vision? De quelle manière sont-elles liées? Comment les émotions peuvent-elles influencer? Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-on dire que je ne veux pas voir quelque chose dans ma vie et que cela pourrait influencer ma vision? C'est lié émotionnellement, évidemment. Oui, je te remercie beaucoup pour cette question. Je vais y répondre comme je le fais pour moi-même. Par exemple, lorsque j'ai eu des problèmes avec ma voix ou que ma voix s'est affaiblie ou quelque chose du genre, j'ai eu mal dans cette zone où je me suis simplement sentie ainsi. Je ne peux littéralement pas parler, je n'ai plus de voix, je n'ai plus de force. Et alors,